Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rédaction de l'ADN pour cette conférence autour du livre des tendances de l'ADN 2021 qui vient de sortir. Merci d'être aussi nombreux pour suivre cette conférence. Nous sommes ensemble environ pour 1 heure et je suis très heureuse d'animer ce temps avec vous, avec Jérémy Lopez du studio de l'ADN qui a accepté de cette tâche immense de faire en à peu près à 1 demi-heure, le résumé des 350 pages que compose le livre des tendances. Le livre des tendances, c'est 350 pages, 22 secteurs décryptés à l'aune de ce qui s'est passé cette année et de ce qui pourrait advenir en 2021. Bonjour à toi, Jérémy. Tu nous parleras depuis l'Espagne, où tu es. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'imagine que vous êtes nombreux à être avec nous. On sera à peu près 1000 aujourd'hui, plus de 1000 à être ensemble grâce à ce dispositif de visioconférence. J'imagine que certains d'entre vous connaissent l'ADN, mais peut-être que ça n'est pas tout à fait clair pour tout le monde. Donc, permettez-moi un court résumé de ce que nous faisons. L'ADN, c'est d'abord et avant tout un média qui a pour mission de décrypter les tendances. Et pour ce faire, on suit toujours une sorte de récit que nous avons construit en 5 catégories. Donc, les tendances, c'est d'abord des signaux faibles qui nous donnent des impulsions, peut-être des intuitions sur ce qui compose l'époque. C'est aussi des idées fortes avec des acteurs qui sont capables de décrypter, d'analyser, de donner un certain nombre de clés de lecture. Donc, on se donne pour mission aussi de donner un écho à ces idées fortes. Les tendances, c'est également des clashs, des discussions, des sujets de polémique que nous décryptons pour essayer de mieux les comprendre et réinitier cet esprit de conversation auquel nous sommes particulièrement attachés. Les tendances, ce sont aussi 2 formes de tendances, des tendances très, très émergentes et puis des tendances, au contraire, extrêmement mainstream. Et les 2 catégories de tendances étant évidemment une façon de mieux comprendre les frictions, les tensions, ce qui explique un peu l'ère de notre temps. Mais l'ADN, ce n'est pas qu'un média. Et d'ailleurs, le média ne saurait pas exister sans l'ADN Studio, qui est sa composante destinée à travailler avec les entreprises. Sa mission est effectivement d'accompagner les entreprises dans leur processus de compréhension de l'époque, mais aussi de transformation. Donc, l'ADN Studio accompagne les marques par le récit, les aide à mieux partager leur raison d'être à leur public. Et cela passe soit par la création de médias en marque blanche, soit de contenu, la création de contenu, alors qu'ils peuvent être sous plein de formes différentes, des articles, des podcasts, des documentaires. Et parfois aussi en format conférence, comme nous le faisons aujourd'hui. Alors, avant de commencer, un petit stage pratique. J'imagine que nous sommes tous relativement à l'aise avec ces plateformes. Et vous avez vu qu'à droite de votre écran, vous avez une section chat qui vous permet d'interagir, effectivement, de nous dire bonjour. Beaucoup le font, bonjour à tous. Une deuxième section dans les onglets en haut, vous les voyez, il y a une rubrique questions où vous pouvez évidemment nous adresser les questions. Et si nous avons le temps, nous en prendrons effectivement quelques-unes à la fin de cette conférence. Ensuite, et toujours pour remercier les personnes avec lesquelles nous avons travaillé sur ce livre des tendances, d'abord ceux sans lesquels ce ne serait pas possible de faire ce travail qui est un travail considérable, nos partenaires. Ils ont été 16 cette année en 2020, d'être à nos côtés, de nous faire confiance, de nous donner les moyens de réaliser ce travail. Donc 16 grandes entreprises qui sont des acteurs majeurs dans les secteurs qui sont décryptés dans le livre des tendances, et avec lesquels, pour certains d'entre eux, nous travaillons depuis longtemps, qu'ils soient vraiment chaleureusement remerciés. Rien ne serait possible sans eux. Un autre remerciement à l'équipe qui, à l'ADN, s'est donné corps et âme, et ce n'est pas qu'une expression, pour la réalisation de ce livre, qui est un travail, encore une fois, titanesque. Je voudrais citer Arnaud Pagès, qui a assuré la rédaction en chef de ce livre,
C'est plus de 100 contacts, sans interview, témoignages de témoins, mais aussi d'experts. Bravo Arnaud, je sais ce que ça représente comme travail, et vraiment bravo à toi. Carolina Thomas, qui assure la rédaction en chef Et Demain. Et Demain étant le grand succès de cette année pour l'ADN, enfin parmi les grands succès de cette année, c'est un projet éditorial qui a été initié au moment du premier confinement, initié par l'ADN Studio et vraiment impulsé pour essayer de comprendre au niveau sectoriel, donc en prenant chacun des secteurs, comment les secteurs vivaient cette crise et ces débuts de crise. C'est un travail essentiel qui a beaucoup nourri celui de Arnaud. Donc, Carolina et Arnaud ont vraiment eu cette démarche tout au long de l'année de regarder au niveau sectoriel comment se comportaient les différents acteurs. Et puis, Florence Bonville, sans qui les éditions papier n'auraient pas du tout le même visage, puisqu'elle assure systématiquement pour l'ADN Tendance, mais aussi l'ADN Revue, notre revue trimestrielle, la partie iconographique. On nous dit souvent que nos livres sont beaux, c'est en partie grâce à elle. Merci à toi aussi, Florence. Alors, pour commencer cette conférence, je vous le disais un peu en préalable, réduire en 30 minutes le travail de toute une année que l'on vous livre en 350 pages, c'est un défi que nous tâchons de faire chaque année, mais alors en 2020, ça a été particulièrement compliqué. Ça n'aura échappé à personne, 2020 est une année très, très spécifique. Il y a au moins 3 particularités qui font qu'il est très difficile de la résumer. Première particularité qui nous a vraiment frappé, et dès le début, avec le travail initié par Carolina avec Et Demain, la disparité du vécu des différents secteurs. Pour certains secteurs, incontestablement, l'année 2020, c'est l'année horribilus. Effectivement, les modèles ont explosé en vol, les secteurs ont quasiment disparu des radars, donc une année très difficile. Pour d'autres secteurs, une année de réinvention. Les secteurs en ont profité pour réinitier de nouveaux projets et finalement se renouveler. Et puis, troisième catégorie de secteurs, des secteurs qui ont carrément explosé, c'est-à-dire que réellement, pour eux, c'est une très bonne année. Ils ont fait énormément de business et c'est une année incroyablement dense pour eux. Ils sont plutôt du côté du burn-out. Donc, cette difficulté de résumer s'explique aussi par la difficulté de voir que chaque secteur a un point de vue évidemment très différent. Deuxième particularité de cette année, la rapidité et l'accélération des phénomènes. On vous met là au tableau l'un des schémas qu'on utilise à l'ADN pour comprendre les tendances. Celui-ci est issu du Future Today Institute et raconte comment on passe d'une faible intuition, ce qu'on disait tout à l'heure, les signaux faibles, à quelque chose qui a complètement été assimilé et qui arrive à maturité. Donc, généralement, ce sont des processus relativement lents qui se vivent en mois, voire en des années. L'année 2020 est complètement fait exploser en vol ce type de schéma. Très clairement, il a fallu faire avec la crise, avec ce que l'on est, avec ce que l'on a, avec ce que l'on a sous la main, la plupart du temps. Et il a fallu faire extrêmement vite. En résumé, 2020, ça a été faire beaucoup, faire vite, et il est extrêmement difficile de savoir, parmi tout ce qui a été entrepris, les choses qui vont rester dans la durée, qui vont vraiment faire date, qui vont être pérennisées. Donc, beaucoup de phénomènes émergents, difficulté à savoir lesquels vont résister dans la durée. Troisième difficulté, pour résumer cette année, l'année 2020 a été aussi une année de prise de conscience que c'était une année qui nous permettait une sorte de grand reset. Alors, c'est une terminologie qui a été notamment utilisée lors du World Economic Forum cette année. Et l'idée, c'était de dire, il faut que nous fassions émerger, alors je vais reprendre leur expression vraiment, il fallait améliorer l'état du monde. Donc, on avait conscience que cette grande crise, cette menace, était aussi l'opportunité de réinventer le monde. Alors, c'est pas rien de réinventer le monde. Ça aurait pu nous permettre une certaine forme de cohésion. On aurait pu imaginer un monde idéal où tout le monde aurait été aligné sur cet enjeu, aligné sur la manière de résoudre les choses. Ça n'est pas du tout ce qui s'est produit.
Le grand reset, c'est une expression qui est tout à fait emblématique de cette année, puisque beaucoup de citoyens, au contraire, se sont divisés autour de cette expression en disant qu'ils ne voyaient pas les solutions de la même façon. Il y a eu un creuset idéologique qui s'est vraiment visiblement déclaré, et de grandes tensions ont émergé de ça. Donc, une année de disparité entre les secteurs, une année d'accélération pour tous les secteurs et une année de fracture où finalement on a compris que nous n'étions pas tous alignés sur les questions et la manière d'y répondre. Alors, évidemment, dans ce cadre, pour les entreprises, eh bien, elles baignent dans ce climat-là, avec, comme tout le monde, comme pour les États, comme pour les citoyens, deux grandes problématiques qu'il va falloir concilier. Et d'abord, la problématique de sauver les meubles. Donc, il faut évidemment survivre à cette crise. Donc, c'est un processus vital qui est souvent engagé pour un certain nombre d'entreprises et de secteurs d'activité. Et donc, il faut apprendre à affronter la crise. Alors, on vous a mis à l'image la une du numéro Antifragile, le numéro 23, qui est sorti cette année de la revue de l'ADN, où on a beaucoup travaillé sur cette question de la résilience étant notre capacité à sortir des crises et à retrouver notre état initial. Mais dans l'ADN, nous avons surtout défendu une idée qui va un peu plus loin que la résilience, cette idée de antifragilité. Qu'est-ce que c'est, l'antifragilité? C'est la capacité à se renforcer pendant et grâce et avec les phénomènes de crise. Donc, résilience, je redeviens ce que j'étais avant la crise. Antifragile, je fais avec la crise et je me prolonge, je me perfectionne avec la crise. C'est un concept qui nous vient de Nassib Taleb et qui nous rappelle certains fonctionnements tout à fait naturels, celle des muscles par exemple, qui sont effectivement dans cette dynamique de l'antifragilité. Alors, l'antifragilité, c'est bien, effectivement, ça permet d'assurer sa survie, mais ça ne nous dit rien de la manière dont on peut ou on doit le faire. Donc, ça ne nous dit rien de cette fameuse réinvention du monde et de cette capacité qu'ont les entreprises, et particulièrement les entreprises, de proposer un modèle de société. C'est pourquoi Jérémy va revenir avec 3 grandes tendances qui nous paraissent être extrêmement structurantes cette année. Première tendance, les questions « Comment faire en sorte de vivre les questions de l'enjeu climatique, la crise écologique, avec la performance économique? Est-ce que l'on peut réconcilier les enjeux écologiques avec la performance économique ?» Première tension. Deuxième tension, les tensions sociétales et sociales. Est-ce qu'il est possible de proposer un modèle social en sachant que tout nous porte vers la gig-économie, une économie plutôt du clic, qui détricote un certain nombre d'acquis sociaux notamment. Troisième grande catégorie de questions, la question de l'innovation et du progrès. Comment faire que l'innovation nous porte vers une société de progrès qui assure non seulement la résilience et l'antifragilité de nos sociétés, mais aussi avec un certain nombre de valeurs qui tiennent compte des enjeux sociaux, économiques et écologiques. Jérémy, pour présenter ces 3 tendances, je vais te passer la parole. Merci à toi. Merci beaucoup, Béatrice. Bonjour à tous et à tous. Très ravi de vous retrouver. L'année dernière, on avait eu l'occasion de se voir en physique lors de l'annonce des tendances de 2021, cette année en ligne. J'espère que vous avez passé une bonne année malgré tout. Je voulais débuter avec un petit peu de méthodologie très rapidement. Donc en fait, cet exercice que l'on a fait pour cette année, ça a été l'analyse des forces en fait. On a essayé de connecter au maximum les points, les différentes forces, donc que ce soit de l'ordre politique, économique, les initiatives des entreprises, les tensions des consommateurs, pour tout connecter, comme le disait très bien Steve Jobs, on ne peut pas connecter les points en regardant vers l'avant, mais il faut savoir regarder derrière pour dégager des solutions pour l'avenir. Et ces points, vous allez les retrouver en haut à droite de votre écran, dans ce carré, cet encadré sur fond de nuages. Et ensuite, on va faire l'exercice de connecter l'ensemble de ces forces pour dégager les tendances. Donc voilà, ça vous servira de repère. Autre point en préambule, on est sur 2021. On n'est pas sur un exercice de prospective à 5-10 ans.
C'est un format que l'on envisage pour l'année prochaine. Mais là, l'exercice dans ce livre des tendances, c'est vraiment d'envisager le demain à très court terme, donc le demain qui arrive dans quelques semaines, 2021. Donc, on est sur voilà, sur une réalité assez concrète, pragmatique, pour envisager ce qui arrive dès demain. Donc, je vais débuter avec la première tendance que l'on a identifiée et que l'on a appelée business limité. Alors, pour vous l'expliquer, retour en arrière, on est au mois de mars 2020, le confinement débute, et là, très vite, on voit que les entreprises s'emparent d'une question, les entreprises, les leaders d'opinion, cette question du monde d'après. J'imagine que vous l'avez toutes et tous à l'esprit, donc une économie beaucoup plus responsable. Profitons de ce confinement et de cette crise pour construire un monde beaucoup plus responsable. Ce qui était intéressant de voir, c'est que ça agit comme un signal fort. Alors certes, ça a été parfois moqué avec des utopies qui pouvaient paraître un peu perchées, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ce qui avait été initié par les entreprises, donc tout le travail sur la raison d'être, le travail sur la RSE pour qu'elle prenne une place plus grande et qu'elle irrigue l'entreprise, le travail sur les entreprises à mission, on sentait que c'était quelque chose de très concret puisque les entreprises ont voulu d'elles-mêmes appliquer finalement cette mutation positive de leurs organisations. Et phénomène intéressant, c'est que les consommatrices et consommateurs ont répondu présent. C'est-à-dire qu'on le détaille, ici vous avez quelques pages extraits du livre des tendances. Sur chaque secteur, on sort les chiffres clés de la consommation, du futur de ces secteurs. Et à chaque fois, on constate que la consommation, en fait, s'est réorientée également. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'alimentaire, on a connu une croissance du bio. De façon large, on a privilégié les circuits courts et les consommateurs sont allés vers ce type de solution. Mais c'est vrai également pour l'énergie, qui connaît une forte croissance, une accélération de sa croissance pour des offres qui utilisent des énergies renouvelables, des énergies vertes. Également sur le secteur de la beauté. Bref, c'est quelque chose que l'on dresse de façon assez transverse. Les consommateurs ont répondu présent. Donc, ce n'est pas resté quelque chose de perché dans les hautes sphères du côté des leaders d'opinion. C'est quelque chose qui était vraiment présent dans la consommation quotidienne. Et lorsqu'on regarde les intentions de demain, ici, vous avez des chiffres donc, qui sont issus du baromètre Covid réalisé par Kantar, on se rend compte d'une chose, c'est que cette pandémie, finalement, elle pourrait changer durablement nos comportements. Du moins, c'est ce qu'exprime une grande partie des citoyens et des citoyennes. Et parmi lesquels, voilà, on a par exemple le désir d'acheter beaucoup plus local à l'avenir, de porter plus d'attention également aux initiatives environnementales. Donc, on sent qu'il y a cette intention de créer un modèle durable, mais aussi pour l'avenir. C'est une dynamique que l'on veut conserver. Autre facteur que l'on peut ajouter, celui de la génération Z, que l'on identifie comme une génération beaucoup plus responsable, avec des choix de consommation orientés vraiment sur la capacité d'une entreprise à faire justice environnementale ou sociale. Donc, on se dit que il y a quelque chose de nouveau qui va réellement se dessiner. D'autant plus que si on regarde d'un point de vue politique et économique, on sait très bien qu'on est dans un plan de relance de 750 milliards d'euros, donc si on prend le plan de relance européen, qui est censé irriguer dès 2021 une économie numérique et responsable. Et pour reprendre les mots de Christine Lagarde, il y a quelques semaines, elle se dit c'est une occasion historique de changer la donne. Donc on voit qu'on a toute une vague de force qui va vers une véritable mutation et l'adoption d'une économie responsable. Mais ici, c'est uniquement une partie. Il y a une autre force qui vient s'y opposer,
c'est celle de la crainte d'une crise économique qui préoccupe 3/4 des Français. Donc, selon une étude BVA Les Échos publiée en juillet 2020, on sait que 69% des Français craignent une crise économique. On le voit également dans les comportements d'épargne, c'est-à-dire qu'on a un livret A qui a atteint un niveau record d'épargne avec près de 321 milliards d'euros. Ça, on le sait très bien, la conséquence directe sur la consommation, c'est une redirection vers les prix bas. Ça risque d'être l'une des conséquences directes, c'est crise économique, perte d'emploi, on se redirige vers les prix bas, comportement assez naturel que l'on constate dans chacune des crises. Et ça, les entreprises en ont conscience. Ici, alors, il y a de nombreux dirigeants qui nous ont rapporté cette même analyse. Ici, on vous met l'exemple du témoignage de Pierrick Deronne, président de Biocop, qu'on avait interviewé dans le cadre de « Et demain, notre ADN ». Et en fait, il nous expliquait ça, il nous disait « Notre période, elle est extrêmement intéressante parce que l'attention de la société, finalement, elle est portée sur ces sujets structurants. Relocalisation, souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, économie responsable. » Mais ce que nous explique Pierrick Deronne, c'est que également il faut adresser ces sujets maintenant. Il faut réfléchir au nouveau modèle dès maintenant parce que très vite, ce qui arrive, c'est la crise économique. Et cette crise économique, elle risque également de tout gommer. Et donc, c'est là où je vous ai dit qu'on allait connecter les points. Si on regarde, si on essaye de dresser un schéma finalement des forces en action qui sont très présentes en 2020, on voit qu'on a un plan de relance qui va favoriser le digital et une consommation responsable. On a des entreprises qui, sous l'impulsion de la raison d'être et de la RSE, veulent créer une nouvelle valeur. Des consommateurs qui répondent présent. Une génération Z qui exerce également une pression. Mais on a une force à ne pas négliger qui est cette crise économique qui pourrait faire table rase. Donc, ce qu'on met dans cette tendance de business limité, c'est cette capacité finalement à construire de nouveaux modèles ou du moins de réconcilier comportement d'achat vers des prix bas et une responsabilité. Alors, le business limité, qu'est-ce que c'est concrètement ? Ce que l'on identifie et ce que d'autres d'ailleurs identifient également si vous prenez le temps de regarder les cahiers de tendance, les différentes analyses qui sortent sur l'année qui vient, hein, c'est la période des cahiers de tendance, vous retrouvez à chaque fois un triptyque, c'est assez impressionnant, enfin du moins dans beaucoup de secteurs, c'est réconcilier justice, baisse de la demande et augmentation des comportements d'achat sur le digital. C'est un triptyque c'est assez impressionnant, hein, c'est transverse. Ici, vous avez un exemple qui le met en exergue, c'est le rapport McKinsey sur la mode en 2021. Donc, ce qu'on se dit en 2021, c'est qu'il va falloir à chaque fois envisager toutes les innovations, tout le développement de produits et de services à l'œil, au regard de ce triptyque. Si on reste dans l'univers de la mode, dans le livre des tendances, on a l'interview de Majdou Linsby, qui est sociologue, entrepreneuse et auteur de Une mode éthique est-elle possible ? Et son témoignage est extrêmement intéressant parce qu'il va également dans ce sens-là. Et elle, son message fort, c'est on doit rééquilibrer finalement cette valeur et repenser en fait la structure du prix. Qui aujourd'hui est mal répartie. Elle nous le dit de façon très concrète. Si je dis pas de bêtises, le chiffre est ici, pardon. Voilà, l'ensemble des coûts liés à la fabrication représente moins de 10% du prix d'un textile. Voilà, et c'est une réalité que l'on retrouve également sur d'autres secteurs. Et ce que l'on peut constater également, c'est que dans cette force, alors là, on pourrait faire une autre présentation dédiée, mais c'est que le digital au sens large, il pourra nous aider à restructurer en fait cette valeur prix, à diminuer les coûts, notamment par toutes les promesses qu'il incarne. On sait qu'il nous permet une optimisation de la distribution. L'automatisation est une source pour générer des économies. On sait qu'on arrive à construire des systèmes à la demande, etc., etc. Donc voilà, on aura ce mix qui pourrait
nous permettent de rééquilibrer cette valeur et de créer de nouveaux modèles. Pour réussir le challenge du business limité, il faudra également ouvrir, entre guillemets, les chakras et ne pas hésiter à aller sur des alliances qui pourraient sembler improbables et y aller sans a priori. L'un des exemples marquants que l'on a identifié dans le livre des tendances, c'est le secteur du luxe, avec l'interview de Vincent Mény, qui est le fondateur et dirigeant d'Authentic Material, qui est la première manufacture de matériaux naturels d'exception. Et lorsqu'on regarde, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas quelque chose de naturel de dire, bah tiens, je vais réconcilier l'univers du luxe avec le circulaire. Et pourtant, ça marche, et pourtant, ça fait sens, et ça va permettre également de répondre aux attentes de cette fameuse génération Z et des nouvelles générations qui intéressent l'industrie du luxe. Mais le business limité, ça va être également faire des choix très forts. Il va falloir faire un alignement. Alors on le sait, on l'a vu, il y a de nombreux groupes qui ont commencé qui n'ont pas hésité à se séparer en fait de certaines marques qui n'étaient pas alignées avec leurs valeurs, avec leur raison d'être. Donc on voyait que c'était un travail qui était déjà initié. Mais 2021, pour faire des choix, pour accélérer cette transition, on sait qu'il va falloir faire des choix très marqués. Et c'est une question notamment qui est très intéressante et complexe à la fois dans l'univers de la finance qui est détaillée dans ce livre des tendances, où voilà, on se questionne finalement cette finance verte qui est dont l'analyse d'Arnaud Pagès estime qu'elle est très timide. Elle soulève énormément de questions. Est-ce qu'il faut encore financer des modèles qui ne sont plus durables, qui ne rentrent plus dans cette logique de protection environnementale? Donc voilà, il y a beaucoup de questions. Malheureusement, je ne peux pas vous les détailler aujourd'hui, même si j'avais très envie. Mais voilà, on est dans ce cercle limité. Et pour terminer avec cette tendance, une image qui est très forte et qui nous semble correspondre à l'époque et les enjeux de 2021, c'est l'économie du donut. Alors l'année dernière, on vous l'identifiait déjà comme une tendance faible, comme une théorie économique intéressante à surveiller de près. L'économie du donut, je vais essayer de vous la raconter de façon très rapide. Donc, imaginez un donut, je vais essayer de vous le représenter à droite de l'écran. Vous avez un premier cercle qui est ici en bleu. Ce cercle, en fait, sont les fondements sociaux de nos sociétés. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise, une organisation, quelle qu'elle soit, elle doit avoir une taille critique qui permette de garantir un certain confort et certaines bases finalement pour consolider nos sociétés. Mais il y a un deuxième cercle qui est le plafond écologique de notre planète. Et donc, c'est un véritable plafond qu'il est impossible de dépasser. Et la zone d'expansion et de création de valeur des entreprises, des organisations, des villes, doit uniquement s'exprimer entre ces deux cercles et toujours garder finalement cette limite. Et c'est intéressant de voir que la ville d'Amsterdam, par exemple, a décidé, sous l'impulsion de la crise du Covid-19, de repenser son architecture, son économie autour de ce concept économique du donut. Alors, un exemple concret, mais je vous invite à regarder l'article qu'on avait publié à l'époque sur l'ADN. Mais voilà, dans le cadre de la ville d'Amsterdam, un des exemples qui est rapporté par l'adjointe au maire, c'est de dire, bah voilà, on a un problème avec les logements sociaux. 20% des citoyens sont dans la capacité de subvenir à leurs besoins fondamentaux, donc ce fameux l'intérieur du cercle bleu. Ces mêmes logements, ils sont construits par des matériaux qui sont massivement importés via le port d'Amsterdam, ce qui accentue les émissions globales de la ville. Donc, on voit ce cercle vert qui se dessine. Et en fait, toute la réflexion de la ville d'Amsterdam maintenant, c'est de dire comment on arrive à repenser notre économie, l'organisation de la ville dans ce cercle, entre ce cercle bleu et ce cercle vert. Alors, ce que nous dit également l'adjointe au maire, c'est
voilà, cette théorie, elle n'est pas là pour nous apporter des solutions toutes faites, mais elle permet de transformer la manière avec laquelle on regarde les problèmes, toujours en conscience et en se mettant soi-même des limites. Et ça, on pense que c'est... Alors, ça appelle de nombreuses questions. Encore une fois, on ne peut pas tout évoquer maintenant. On manque de temps. Mais voilà, c'est vraiment l'image que l'on voudrait vous laisser à l'esprit. Merci Jérémy pour cette première tension, donc le business limité. Pour reprendre un peu tes propos, c'est vrai qu'on sent vraiment à l'œuvre cette double injonction qui pourrait être contradictoire pour chacune des entreprises, à la fois répondre aux enjeux, mais aussi aux attentes des consommateurs par rapport au climat, par rapport aux tensions sociales, et puis répondre aussi au fait que nous allons tous être plus contraints par le prix, par la valeur, qu'est-ce que nous sommes prêts à acheter. Comme le disait très très justement quelqu'un sur le chat de l'émission, les valeurs qui ont le plus pris dans la grande distribution, ce sont les grandes industries du petit prix. Donc, on le voit vraiment cette année de tension où il va falloir réconcilier les deux, prendre des engagements sur l'avenir en réinventant des modèles avec des modalités dont tout est à inventer. Donc, une année à la fois de bascule et extrêmement structurante pour l'avenir. Deuxième tendance que tu veux nous raconter, la renaissance humaine et les entreprises contributives. Je te laisse la parole. Merci. Alors oui, en effet, la deuxième tendance, c'est ce qu'on a appelé la renaissance humaine. Alors renaissance humaine, pourquoi? On l'a vu, nous-mêmes, on vous l'a rapporté au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Il y a eu une certaine forme de dévalorisation de l'humain qui est venue de deux grandes forces. La première force, c'est la critique de l'anthropocène. On a vu, c'était un débat qui était nécessaire, et qui l'est toujours d'ailleurs, que l'humain était, entre guillemets, mauvais pour son environnement. Ce qui a conduit à de nombreux comportements, notamment des mouvements que l'on vous détaillait, comme celui du No Child, où certaines personnes refusaient d'avoir des enfants, voilà, pour des raisons environnementales. Des entreprises qui étaient coupables, notre consommation également qui était responsable. Donc voilà, on avait fait la critique de notre propre humanité. Autre force qui venait s'ajouter et qui venait dévaloriser le facteur humain, c'est le complexe digital finalement. Alors je mets des guillemets dans le complexe digital, mais l'idée de se dire que finalement le digital, les nouvelles technologies sont plus performantes, elles coûtent moins cher, elles sont plus viables. On se rend compte en parallèle qu'on a un cerveau qui est fragile, qui ne peut pas, qui essaye de suivre le rythme digital, mais qui n'y arrive pas, qui nous a conduit à des épuisements. Donc voilà, l'addition en fait de ces deux facteurs, on le sait également et on vous l'a raconté régulièrement. Ça a créé une crise d'identité profonde, besoin de retrouver du sens, des repères. C'est toute la vague chamanisme, méditation, où je suis, qui suis. Voilà, on a un petit peu perdu les pédales et cette quête de sens qu'on ne trouvait pas forcément. Ce qui est intéressant de voir avec cette crise, c'est qu'on a eu une revalorisation des valeurs humaines. C'est-à-dire qu'on a tout de même connu une époque, une année extrêmement difficile, mais également de belles histoires, de solidarité, des élans de solidarité extrêmement forts, tant sur le plan national que local, voire à l'échelle d'un quartier, des ententes, des réseaux qui se sont créés. Et tout ça nous a conduit en fait à une revalorisation de l'intelligence humaine, de notre capacité à entreprendre, à inventer. Et voilà, c'est une dynamique que l'on identifie comme étant très positive. Et ici, je vous mets l'exemple d'une initiative que j'aime bien. Alors, il y a des initiatives au niveau international partout. Il y a eu énormément d'exemples en France, mais j'aimais bien cette initiative de Covid Warriors, qui est une initiative espagnole à Barcelone, où en fait les personnes étaient invitées à soumettre leurs problèmes, que ce soit de petits tracas ou des grands enjeux sanitaires. Et il y a tout un collectif qui s'est mis en place pour créer des solutions. Alors certaines sont en cours de développement, certaines ont été
entre guillemets racheté, ou du moins qui est réattribué à des fonds d'investissement. Ouais, il y a eu toute une dynamique, et il y a eu des dynamiques d'entraîne très très simples entre voisins qui sont nées de cette connexion finalement entre intelligence humaine. Mais voilà, j'aime beaucoup cette idée que l'intelligence humaine en fait a été revalorisée, et notre capacité et notre force de réseau qui a été présente. Tout n'est pas rose, bien sûr, on le sait, on vit également une époque extrêmement tendue, on connaît une forte polarisation des idées également. Sans rentrer dans le fond des débats et dans le fond des tensions, hein, c'est pas l'objet de cette conférence. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces mouvements en fait nous montrent qu'il y a une volonté de la part de notre part en fait de se réapproprier les questions politiques, environnementales, de justice. Et on croit en fait à nouveau en notre pouvoir, notre capacité à créer, notre capacité à faire changer les choses. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que si on revient quelques années en arrière, on sait très bien qu'il y avait un grand désintérêt, notamment du politique. Et on voit aujourd'hui que que l'on refait corps, que l'on refait société, et que l'on se réimplique finalement dans ces sujets. Et tout ça explique ce que l'on appelle cette renaissance humaine. Si on regarde d'un point de vue plus politique et économique comme force, ce que l'on constate également, c'est qu'il y a un très fort regain finalement du collectif. Ce que Yuval Noah Harari, donc historien et notamment auteur du best-seller Sapiens, nous explique et nous dit l'issue favorable de cette crise, à l'instar des solutions que l'on devrait élaborer face aux enjeux environnementaux, réside dans l'intelligence collective, la coopération internationale et la solidarité globale. Des problèmes globaux ne peuvent en effet relever que de solutions globales. Et ici, c'est intéressant de voir encore une fois, on l'intègre hein, dans cette renaissance humaine, c'est que on va devoir affronter ensemble, donc il y aura très certainement de nouvelles alliances à créer ou un renfort des relations. Encore ce matin, Bruno Le Maire, dans les Échos, disait plus de coopération franco-allemande veut dire plus de croissance pour l'Europe. Et c'est extrêmement intéressant de voir voilà cette dynamique collective, cette connexion des cerveaux, des idées qui est en train de naître et qui va être très forte en 2021. Et les entreprises, bien entendu, cette année plus que jamais collective. Voilà, je pense que c'est l'une des images fortes de l'année, l'utilisation des masques de plongée, de snorkeling, de Decathlon utilisés pour faire des respirateurs, et bien entendu toutes les initiatives, hein, LVMH, Yves Rocher, Inditex, Renault, PSA, Dyson, Air Liquide, dans la production de gel, de masques ou de respirateurs. On voit que les entreprises ont répondu présent, qu'elles ont su parfois s'associer avec des concurrents directs également. Et voilà, on sent qu'il y a eu cette dynamique collective extrêmement intéressante. La communication également qui change. On vous a fait cette conférence au début du confinement, voilà, parce qu'on voyait beaucoup d'interrogations sur comment communiquer, qu'est-ce qu'on fait en fait en situation de crise. Et on voit que les entreprises ont trouvé un bon ton en fait. Les directrices et directeurs, ils sont montés au front. Les personnes qui continuaient de travailler sur le terrain, elles ont été valorisées, elles sont devenues le visage de l'entreprise. La communication a également changé de ton, elle s'est tournée vers les gens, elle était désintéressée, elle était aidante. Voilà, on a eu, sous l'impulsion de la crise, une dynamique extrêmement intéressante qui nous donne ce résultat. Un retour de la confiance dans la capacité des entreprises à résoudre les problèmes. Et ça, c'est extrêmement fort parce que ça fait maintenant 3-4 ans que l'on vous rapporte des chiffres, que l'on donne des conférences dans les entreprises. Et chaque année, en fait, on était un peu fatigués parce que si on prend la courbe de la confiance des Français dans les grandes entreprises, on voit que on fait moins 20 points entre les années 90 et les années 2010. Et là, on constate l'inversement en fait de cette courbe de confiance avec des Français qui croient à nouveau en leurs entreprises devant l'école, devant les associations ou les ONG, voire même devant les citoyens eux-mêmes.
Et donc, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Les entreprises qui se sont impliquées très fortement au niveau social trouvent une formule qui est gagnante. En tout cas, nous, on la voit gagnante, du moins plus intéressante. C'est ce qu'on a appelé l'entreprise contributive. Alors, l'entreprise contributive, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est voilà, très impliquée dans la vie en société. Et ici, il y a ce livre blanc qui est paru récemment par le cabinet Eranos et qui définit très bien en fait ce nouveau rôle, ce nouveau questionnement en fait des entreprises contributives, où on nous dit, bah voilà, on a tendance à qualifier la réussite d'une entreprise grâce à des indicateurs de performance financière, marge brute, etc. Mais est-ce qu'elle fait le bien? Et en fait, ce manifeste nous explique comment le temps est venu en fait de réconcilier l'entreprise et la vie en société. Et ça appelle différentes questions. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois le temps qui file et je pourrais en parler des heures. Mais ça va appeler beaucoup de questions, notamment la représentativité et la question de la diversité dans les entreprises. Vous avez ce livre qui est sorti le mois dernier qui s'appelle Belonging et qui analyse et qui fait le rapport en fait entre la performance des entreprises et le sentiment d'appartenance que l'on peut avoir dans une entreprise. Et ce livre, il fait, voilà, pour vous le raconter rapidement, vous faire un aperçu, il fait le lien en fait entre plusieurs facteurs. Il se dit que si l'entreprise est représentative de la société, l'entreprise à laquelle on appartient, enfin, on se sent en fait appartenir à cette entreprise parce qu'elle est le reflet de la société. Donc, je m'y retrouve. Conséquent, j'ai un meilleur engagement pour mon entreprise et, in fine, une meilleure performance au niveau individuel, mais également au niveau collectif. Donc, on sent que les entreprises doivent briser les murs. Elles devraient le faire de façon plus incisive en 2021 pour être le visage de la société et avoir une représentativité finalement sociale beaucoup plus grande. Lorsqu'on parle d'entreprise contributive, ce que l'on constate et ce que l'on analyse, ce serait un sujet à proprement parler, mais dans le livre des tendances, on constate une chose, c'est que les modèles mutualistes et coopératifs ont fait preuve d'une plus grande résilience. Pourquoi? Parce que ce sont des organisations qui sont, comment dire, plus démocratiques ou du moins plus représentatives. Et lorsqu'on détaille ces mécaniques, ce que l'on voit, c'est qu'elles ont très vite pu activer leur réseau, avoir des remontées très concrètes du terrain, connecter encore une fois les cerveaux ensemble et faire preuve de beaucoup plus d'entraide. Donc voilà ce que l'on met aussi derrière cette entreprise contributive. Et également, vous le verrez dans le livre des tendances, le co, c'est quelque chose d'assez impressionnant aussi. Il y avait eu, enfin, on avait déjà écrit beaucoup sur le collectif et la force de l'open innovation, etc. C'est quelque chose qui devient très concret et réel, cette idée de coalition inter-entreprise. Merci Jérémy de cette seconde tendance si bien décryptée, donc la tendance, cette tension qui existe au niveau de la société et du social. On voit que cette année, c'est une année décidément, résolument de révélation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la RSE, la responsabilité sociale et économique des entreprises. On voit que cette année, vraiment, on comprend que les entreprises sont extrêmement engagées au cœur de cette tension. Donc, on a révélé la force du collectif avec tout son côté extrêmement positif de la capacité à se mobiliser ensemble, à essayer ensemble de trouver des solutions et de résoudre ensemble des problèmes. Et puis aussi cette tension extrême qu'on a sentie cette année dans des collectifs qui se sont opposés, qui se sont fractionnés, qui se sont même parfois violemment dénoncer les uns les autres. Donc ce collectif qui découvre sa force pour le meilleur et pour le pire, et l'entreprise au milieu de ça, qui doit se réapproprier ce territoire, comme nous le faisait très bien remarquer l'un de nos auditeurs, Franck. Évidemment, cette année va être extrêmement révélatrice aussi, puisque les entreprises vont sans doute commencer aussi suite aux difficultés financières, à devoir licencier. Donc, cette tension-là va être au cœur des sujets et des débats, et comment pouvoir mieux y répondre
et s'inscrire dans la durée et dans le durable. Ouais. Troisième tendance que tu voulais détailler avec nous aujourd'hui, Jérémy, la tendance autour du digital et des nouvelles technologies, comment faire une hybridation raisonnée, comment faire en sorte que cette explosion du digital, du numérique, fasse sens et s'ancre dans la durée. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de passer rapidement parce que je vois que j'explose le compteur temps. J'arrive à mettre 30 minutes. Je pense que c'est un constat en plus que je peux passer assez rapidement. C'est-à-dire qu'on est passé d'un numérique qui pouvait être, alors je mets des gros guillemets, bonus, c'est-à-dire, et tout dépend bien entendu des secteurs, encore une fois il y a beaucoup de disparités, mais voilà, qui était un avantage compétitif, qui était un levier d'optimisation, voilà, qui était dans beaucoup de secteurs une variable d'ajustement ou de transformation sur le long terme. On l'a vu avec la crise, on est passé à un numérique que l'on appelle de survie, qui a permis de maintenir des activités, de maintenir des cours à distance. Mais surtout, ce qui est important et ce que nous apprend cette année, c'est qu'on est passé à un numérique qui est devenu essentiel parce que on le voyait dans le domaine de la santé, avec la télémédecine, l'éducation, on a révélé des grandes disparités, des vrais problèmes d'accès. Et également, je pense aux populations qui étaient isolées, hein, les personnes en EHPAD ou voilà, ou des personnes qui étaient malades. Enfin voilà, ce numérique finalement pouvait combler cette isolation, cet accès à l'éducation, cet accès à la médecine. Et donc voilà, le digital a gagné ce caractère essentiel. On le sait, les politiques sont en cours pour combler voilà, cette fameuse fracture numérique, hein, qui concernerait, alors si on intègre l'électronisme dans la fracture numérique, ça concerne tout de même à peu près 20% de la population française. On sait que les politiques accélèrent dans ce sens-là, je pense que vous le voyez. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on risque de créer en fait un numérique qui va être omniprésent, mais réellement en 2021. C'est-à-dire que ça risque de s'accélérer grandement. Et avec ça, il faudra faire attention à toutes les dérives qui pourraient venir, hein, de ce numérique omniprésent, parce que si on accélère le bien, on accélère aussi les dérives, malheureusement. Et voilà, il y a des sujets que vous connaissez très bien, j'imagine, mais les cyberattaques qui avaient explosé avec le confinement, beaucoup au niveau de l'entreprise, mais qui peuvent arriver aussi à des échelles beaucoup plus personnelles, la propagation des fake news, bien entendu les sujets de surveillance et la tentation aussi du tout digital. Voilà, on a des personnes qui sont très enthousiastes sur le digital et qui entendent basculer l'intégralité des modèles. Nous, ce qu'on pense et ce que l'on voit avec les regards de différents expertes et experts, c'est qu'il faut construire une hybridation qui est raisonnée. Et qu'est-ce qu'on met derrière cette hybridation raisonnée? Désolé, je passe un peu rapidement, mais pour tenir le timing, c'est construire, en fait, quand on est une entreprise, notamment vis-à-vis de ses publics internes, un digital qui est éthique. Voilà, il y a contrôle et il y a surveillance, et on voit qu'il y a eu peut-être des dérives, en tout cas avec le développement du télétravail, où voilà, on pouvait plugger des systèmes de contrôle qui allaient faire des captures d'écran régulières de l'écran des salariés, en fait, pour voir où ils naviguaient, contrôler le nombre de clics, les pages visitées, etc. Alors voilà, donc distinguons contrôle et surveillance, mais en tout cas, on pense qu'en 2021, ça va être un vrai questionnement pour les entreprises pour ne pas se transformer en Big Brother. Ensuite, ce que l'on met dans l'hybridation raisonnée, c'est également exploiter tous les potentiels de l'hybridation pour le bien-être salarié, mais aussi, pourquoi pas, pour redynamiser l'économie. C'est-à-dire que quand on parle de télétravail, c'est pas uniquement être chez soi, mais c'est peut-être proposer un cadre de vie beaucoup plus intéressant. On voit des personnes, hein, qui se sont, suite au confinement, éloignées des centres-villes pour regagner en qualité de vie. Voilà, ce confinement qui a agi comme un accélérateur. Et c'est rendu possible par le développement du télétravail. Vous avez des initiatives comme Pandora Hub
qui invite les entreprises à délocaliser le temps d'une semaine, le temps d'un projet, leurs équipes en zone rurale. En zone rurale où on peut très bien télétravailler. Et ça a la conséquence directe de redynamiser l'économie locale de ces zones rurales qui sont souvent désertées et qui est un véritable problème. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est de dire que derrière, en fait, cette hybridation entre des réunions, bien entendu, physiques et un télétravail, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres possibles qui peuvent redynamiser l'économie. Je vais passer rapidement, mais je vous invite à regarder ce que fait l'industrie du jeu vidéo par rapport à, parce que ça a posé une question aussi, le développement massif du télétravail, c'est la fatigue en fait. On est fatigué de toutes ces visios. Nous, à chaque fois qu'on a des clients, c'est la folie. Ils sortent d'un tunnel de 10 visios et ils en peuvent plus. Hein. On a tous les yeux rouges qui piquent. Donc voilà. Et c'est intéressant de voir comment l'industrie du jeu vidéo se repense de façon raisonnée, alors qu'ils ont été épinglés par l'OMS il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Voilà, l'OMS qui avait identifié l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie très grave. Je passe rapidement, mais ça a posé également des opportunités pour créer de nouvelles offres. C'est-à-dire quand on regarde l'éducation, il y a certes eu la nécessité de faire des cours à distance, donc de façon assez linéaire. Maintenant, ce que l'on analyse dans le livre des tendances, c'est de se dire, finalement, cette éducation hybride, comment on va la construire en fait, avec des cours beaucoup plus interactifs en ligne qui profitent réellement du digital et profiter en même temps au maximum du présentiel. Donc, on pense qu'il y aura beaucoup de nouvelles offres qui vont naître en 2021 pour rendre cette éducation sur le digital beaucoup plus interactive et exploiter au maximum les possibilités du digital. Et ça, c'est vrai dans plein de secteurs, enfin l'industrie du tourisme qui pourrait se repenser aussi avec le meilleur des deux mondes, donc comment optimiser l'expérience digitale pour mieux préparer son voyage, éventuellement désengorger des zones de tourisme de masse. Dans le médical également, l'accompagnement des personnes isolées, en fait, avec des modèles mixtes, mais toujours avoir un ancrage digital et un ancrage physique. Voilà, il y a beaucoup d'histoires que l'on vous raconte dans ce livre des tendances. Désolé si j'étais un peu court et rapide sur cette dernière tendance, mais je voulais tenir le timing. On l'avait dit, Jérémy, c'est très difficile de résumer 350 pages en 30 minutes. C'est ça. Preuve en est faite. En tout cas, très intéressant cette partie sur le digital, où là aussi, on voit cette tension très à l'œuvre. Le digital à la fois solution et à la fois problème, ou en tout cas question à résoudre sur le long terme. Quel choix de société on veut faire à partir de ces nouvelles technologies qui prennent une place absolument folle. Des questions qui sont anciennes, mais qui, cette année, en 2020 et certainement en 2021, vont être d'autant plus à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation que vous pouvez retrouver en ligne, que vous aurez, chacun recevra, vous posez souvent la question sur le chat. Oui, vous recevrez la présentation en ligne et oui, bien sûr, nous nous tenons à votre disposition pour poursuivre avec vous ce dialogue autour de ces sujets ô combien inspirants et structurants. Justement, parlons de 2021. Je suis très heureuse d'être le porte-parole d'un nouveau projet de l'ADN qui a été initié par l'équipe du studio, que je remercie encore pour sa créativité, sans cesse renouvelée. Cette année, il est important de comprendre les enjeux qu'on a évoqués ici, comprendre aussi comment on pourrait y faire face, et on voit à quel point tout est à faire et tout est à imaginer. On veut le faire avec vous, ensemble, parce que nous croyons très sincèrement, et nous le constatons au quotidien, que c'est ensemble que l'on peut réfléchir à ces problèmes qui sont immenses, nombreux, qui attaquent à peu près tous les pans de nos entreprises et de nos marques. Donc, ensemble, avec vous, nous voulons lancer un nouveau projet qui s'appelle l'ADN Explore. L'ADN Explore, c'est quoi? C'est 21 questions pour 2021, 21 questions que nous voulons nous poser avec vous et réfléchir avec vous en créant des formats qui pourront être des formats par l'écrit, en format conférence, en format audiovisuel, ça pourra être un podcast, ça pourra être des documentaires. En tout cas, c'est avec l'ADN Studio que vous pourrez travailler
vous interrogeant sur les 3 grands pans des questions que nous vous avons présentées aujourd'hui. Donc, la question de savoir comment résoudre la contrainte écologique avec la performance économique, comment adresser le social au cœur de l'entreprise dans une année où on sait que cette question-là sera particulièrement sous tension. Et enfin, comment faire du digital une force et cadrer et encadrer les dérives éventuelles que cela peut créer. Alors, je ne vais pas vous donner les 21 questions que nous avons imaginées pour les travailler avec vous. Je vais juste vous en saisir quelques-unes pour que vous compreniez un peu l'état d'esprit de l'ADN Explore. Donc, dans la première catégorie de questions, donc cette façon de réconcilier écologie et économie, on va d'abord se questionner par rapport à la crise du climat. Les confinements successifs nous ont fait nous questionner sur notre rapport à l'environnement. Nous avons senti que plus que jamais, notre besoin d'espace et de nature était fort. Alors, comment recomposer des écosystèmes moins pollués et respectueux des ressources? Nous voulons aussi interroger la place de l'innovation, sa capacité à résoudre des problématiques environnementales. Quelles sont les innovations qui peuvent construire des futurs respectueux à la fois des personnes, mais aussi de la planète et du climat? La décroissance est-elle une option? Quel cadre de pensée économique pour refonder ensemble une vraie valeur progrès? Nous nous interrogerons aussi sur la capacité des entreprises à être réellement régénératives. Alors, de la production à la distribution, les entreprises peuvent-elles contribuer à la préservation, voire à la régénération de l'environnement? En 2021, l'ADN Explore voudrait vraiment construire avec vous une sorte de guide autour de ces expérimentations pour en faire une sorte de catalogue et pouvoir partager ensemble des savoir-faire, des expérimentations, des émergences. On croit réellement que c'est de cette façon-là que l'on peut réfléchir, comprendre et mettre en œuvre. Seconde catégorie de questions, nous nous interrogerons sur le rôle sociétal et social des entreprises. Alors, on aura des choses autour de l'égalité homme-femme, dont on voit à quel point c'est un sujet qui fait débat, qui crée des tensions. Donc, en pleine crise du Covid, les dénonciations ont continué de croître, mettant en exergue des problèmes d'égalité, de traitement, et que dans ce qu'on appelle quelquefois le chi-session, chi de L, le salaire, les traitements, la représentativité, comment garantir concrètement un environnement égalitaire entre hommes et femmes, quel levier législatif, quel environnement managérial. Mais cette crise met aussi en exergue des maux du travail, la fragilité de l'entreprise, comment est-ce que les entreprises peuvent intégrer la dépression, le stress accru, comment faire ensemble corps et corps social au sein même des entreprises. On questionnera aussi le rapport aux ressources humaines avec les scandales qui n'ont pas cessé d'égrener cette année. La justice 2.0, les RH mises à la question, les réseaux sociaux et les accusations directes être les seuls leviers capables de faire changer les choses. Est-ce que ces vagues d'accusations vont effectivement s'installer de manière durable dans le paysage? Quelles sont ses limites? Comment repenser le monde du travail et la place des ressources humaines? Dernière catégorie de questions autour du digital et de la société. Alors, avec la crise, on a vu exploser les usages du digital, aussi bien au niveau de nos familles, au niveau personnel, au niveau citoyen, mais aussi au niveau du salarié et de nos modalités de travail. Alors, on a vu aussi un secteur comme l'éducation être totalement repensé par l'intrusion du digital, qui est, encore une fois, solution et révélation d'un certain nombre de questions et de problèmes. On adressera aussi la plateformisation de l'économie. Est-ce que nous allons basculer sur un modèle de gig économie, de petits boulots, des travailleurs du clic, ou est-ce qu'il va falloir redéfinir le code du travail? Si oui, sur quel modèle? Alors, encore une fois, je ne vais pas vous donner les 21 questions auxquelles on a pensé et peut-être d'autres que nous pourrions travailler avec vous. Ce que nous voulons vous inviter à faire, c'est de prendre contact avec notre équipe, l'équipe de l'ADN Studio, Émeric, Pierre et Kevin. Pour ça, très simplement, nous avons mis en place une adresse email explore@ladn.eu.
Sur cette adresse, nous vous invitons à prendre contact avec nous, voir si cette proposition de travailler ensemble à la construction de contenus libres et accessibles à tous pour ensemble essayer de comprendre les enjeux et encore une fois d'essayer de dresser les possibles, les opportunités et la capacité d'inventer ce fameux monde de demain qui ne fait qu'advenir. Chaque jour un peu plus. Jérémy, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Parce que l'Internet… Ouais, en fait, je suis assez frustré entre… Tu connais bien et que tu portes très, très spécifiquement. Donc, n'hésite pas à compléter mon propos. Non, mais je pense que tu as été très clair. Enfin, l'idée, c'est vraiment, enfin, vous le savez, à l'ADN, en fait, ce qu'on veut, c'est vous intégrer avec nous dans la recherche de ces solutions. J'ai un peu exposé le compteur temps et je vois des questions extrêmement intéressantes qui remonteraient. Mais il y en a une, enfin, qui s'inscrit pour moi totalement dans cette démarche. Je la retrouve. Oui, c'est Eric Sola. Qui est totalement en fait dans cet esprit qui nous dit le donut est présenté suivant certains axes. Ne faudrait-il pas trouver de nouveaux axes pour permettre une nouvelle expansion? Quels pourraient être ces nouveaux axes? Et je pense que c'est exactement en fait. Alors là, j'ai pas les réponses, mais en tout cas c'est ce qu'on veut investiguer justement en 2021 et construire en fait ces modèles. On voit qu'aujourd'hui on a des pistes, mais voilà, 2021 pour nous c'est vraiment l'année pour mettre en œuvre ces choses-là, c'est l'ambition d'Explore, et c'est pour ça qu'on voudrait le faire avec vous, parce que l'expertise elle est chez vous. Nous, on a le regard, on a l'analyse à notre niveau, on a la chance d'avoir un média qui gagne en influence, qui nous facilite des connexions. Donc voilà, on a beaucoup d'informations. Maintenant, il faut faire. Je pense que ça va être vraiment une année du faire, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, et on a besoin de remonter ensemble sur ces sujets. Il y a plein de questions intéressantes. Le rapport de la science aussi, bah oui, c'est vrai que c'est une vraie tendance, montante. Je vois la question de Marc Michaud sur les antisystèmes. En fait, je pense que c'est des sujets qui vont aller dans les questions de représentation qui sont déjà adressées, mais qui vont s'accélérer en 2021. Ce que je vous propose, c'est peut-être de continuer. Passez-moi un mail ou continuons la conversation sur LinkedIn. J'en serais ravi parce que vous soulevez beaucoup de questions intéressantes. On n'est pas sûr d'avoir toutes les réponses, mais en tout cas, ça mérite des discussions et on est toujours preneur de vos retours. Alors effectivement, il est 13h, déjà un peu passé. Nous avons débordé du temps. Pardonnez-nous. Merci à toi, Jérémy. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette conférence. Nous n'étions pas loin de 1000 personnes, donc c'est vraiment l'avantage du numérique. On n'aurait pas pu être autant. La conférence sera disponible en ligne sur notre page YouTube. Elle va être téléchargée dans l'après-midi et chaque participant recevra la présentation faite par Jérémy. Je voulais aussi remercier tous les membres de l'équipe de l'ADN. L'ADN, c'est un groupe, c'est plus de 60 personnes qui, cette année, ont été particulièrement sur le pont pour répondre chacun dans son domaine aux attentes et aux questions de nos clients, de nos partenaires, de nos lecteurs. Merci à chacun d'entre eux, chacune de nos équipes. Vous voyez certains de nos visages s'afficher à l'écran. À très bientôt, très bonne fin de journée. Il est encore un peu temps pour se présenter nos vœux, mais je pense que nous avons tous vécu une année particulièrement dense. Donc, prenez soin de vous et à très vite. Merci. Au revoir, Jérémy. Au revoir, Béatrice.